Les Pistonnés, l'émission F1 la plus objective du YouTube Game, sauf quand il faut défendre le Grand Prix de France. Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Première partie, je vous le rappelle, aujourd'hui consacrée au débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite qui avait lieu ce week-end. On va tout de suite se retourner justement vers le plateau qui va nous accompagner aujourd'hui. Vous rappelez surtout que chaque week-end de Grand Prix, c'est 3 rendez-vous avec les Pistonnés. Le samedi, pole position sur Winamax TV. Le lundi, le débrief de la course sur First Team Sport. Et puis bien sûr, mercredi, le magazine avec le débat, avec des interviews et avec toujours d'excellents quiz comme vous en avez pris l'habitude. Le plateau aujourd'hui, retour d'un plateau à 4. Et ça me fait plaisir parce que c'est l'ADN des Pistonnés. Il y a le tiki-taka du côté de Barcelone. Chez nous, c'est un plateau à 4. Monsieur Hamza Rahmani est avec nous. Salut Hamza. Bonjour messieurs, comment allez-vous? La forme et toi? Ça va, écoute. J'entendais hier sur RMC, Christophe Cessieux disait Hamza Rahmani, l'expert mondial du football africain. Et je me suis dit, mince, comment je vais pouvoir présenter l'expert interspatial, interstellaire de la Formule 1. Mais merci d'être avec Faut nous. jamais trop en faire. T'as raison, c'est vrai. L'humilité, avant tout, c'est la marque des L'expert grands. de la F1 Middle East. Bien évidemment. Monsieur Brice Germain, en face de nous. Ça va, Brice? Ça va et vous? Je suis Ouais, très content de bien. vous retrouver pour cette émission. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce GP et passionnant et particulier. Et un petit peu moins. J'ai l'impression qu'on se voit tous les jours pour parler de Formule Ouais, c'est 1 clair. et on est payé pour. C'est une bonne nouvelle. Et puis notre invité aujourd'hui, eh bien, Pierre Guyonnet. Notre ami du Grand Prix de France, le meilleur ami, on peut le dire, des Pistonnés. On rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas que tu as travaillé à la Fédération internationale de l'automobile. Tu es aujourd'hui à l'organisation du Grand Prix de France. Et les gens vont comprendre dans quelques instants, ou même d'ici mercredi, pourquoi on t'a invité. Parce que tu es l'expert d'un certain sujet qui nous passionne et que Stefano Domenicali a beaucoup parlé dans la presse la semaine dernière. On est très content de t'avoir avec nous, Pierre, en tout cas. Merci à vous de m'accueillir à nouveau. Très heureux de faire cette émission. Exactement. Ça va le Grand Prix de France? Super. Ouais. Ouais. Il reste des places ou pas? Il n'en reste pas beaucoup. Pour nous? Oui, bien sûr. D'accord. Il joue toujours sa carte. Tu sais, il y a aussi des gens qui regardent l'émission qui ont envie de savoir. Non, il n'en reste pas beaucoup. Ouais. On en a vendu pas mal. On est très heureux. Un gros succès cette année, mais peut-être effectivement quelques petits cadeaux pour vous. Ah. Et peut-être des annonces fin de semaine prochaine sur des nouvelles tribunes. Donc on verra. D'accord, Voilà. d'accord. Eh ben tu vois, une petite exclue déjà, ça commence, cette émission part bien, les amis. Justement, on va évoquer un week-end assez particulier, les gars. On a vécu, je vous lance tout de suite, avant qu'on fasse le bilan et le débrief de ce week-end. Hier, sur Pole Position, on a titré sur le week-end de la honte. Alors c'est peut-être un titre un petit peu fort, c'était aussi la volonté de faire un titre accrocheur et de poser les sujets, parce qu'on a l'impression que... pas qu'il y a eu une sorte d'omerta, mais que ça a été un week-end assez compliqué à traiter, on va dire, sur l'extra sportif. Votre avis un petit peu très rapidement sur ce premier tour de table? Directement, à froid, comme ça. Non, mais oui, ça a été compliqué dans le sens où on a eu quand même des événements très particuliers à gérer. On est là sur un sport qui est mondial, c'est pas un championnat national, c'est pas un championnat qui s'adapte en fonction des particularités d'un pays. Normalement, c'est quelque chose, quand même un cirque qui fait le tour du monde et là qui se retrouve au milieu d'un contexte géopolitique particulier. Alors évidemment, ça a été compliqué, d'autant que visiblement tout le monde n'était pas d'accord. Et ce qui est un peu gênant, c'est que à la sortie de ces moments entre guillemets privés entre pilotes, directeurs d'écurie et instances, on a eu un seul et même son de cloche, mais des visages assez différents, à savoir que visiblement on a quand même dit aux gens de dire ce qu'ils devaient dire et que voilà, la politique a pris un peu le pas beaucoup pris le pas en tout cas sur le sportif, je pense. J'ai été finalement déçu par la réaction des pilotes. Non pas qu'il y ait un jugement à faire, parce que c'est évidemment pas... Enfin, c'est pas évident d'être à leur place et je peux pas mettre à leur place, mais je sais pas, c'était peut-être le moment de marquer le coup. Et j'ai l'impression qu'on a manqué un premier rendez-vous avec l'histoire. Pierre, moi j'avoue que quand j'ai vu ce qui s'est passé ce week-end à Jeddah, et ce sera d'ailleurs le grand sujet du magazine qui sera retrouvé à partir de mercredi, alors, je vais pas dire ça, j'allais dire bien fait, c'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est quelque part, quand on voit toutes les déclarations de Stefano Domenicali, représentant de la Formule 1, ce qu'on appelait la FOM avant, de l'organisation et du business autour de la Formule 1, je me suis dit quand même, là la Formule 1 joue avec le feu, quoi. Ouais, c'est un petit peu surprenant de la part de Stefano et de ces décisions-là. Moi, personnellement, j'ai été assez surpris. Effectivement, pour moins de raisons que celle-ci, on annule des grands prix, ou en tout cas, on est à la limite de les annuler.
c'est vrai qu'on est dans la promotion de nombreux messages de diversité, d'inclusion, de respect de l'un et de l'autre, de non à la guerre. Là, effectivement, peu importe le conflit qui oppose ces pays-là, et c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est assez surprenant de la part de Formula One qui avait vraiment pris ce virage en 2017-2018 d'accompagner, de porter des messages de positivité. Donc, j'ai l'impression une grosse décision liée à l'argent, liée aux Surtout, ouais. il y a une pression sans doute financière. Vous le rappeliez hier soir dans votre émission chez Winamax, mais le Grand Prix d'Arabie Saoudite, c'est un prix de plateau un des plus élevés du championnat du monde de Formule 1, voire le plus élevé. C'est Aramco qui sponsorise officiellement tout le calendrier, enfin la Formule 1 en général. Et puis même on voit qu'il y a certaines couleurs qui sont réutilisées du logo Aramco pour divers programmes développés par Formula One. Donc il y avait des forts enjeux financiers. Et la question qu'il faut se poser, c'est jusqu'où on est prêt à aller. Mais je vais peut-être pas tout dire maintenant. Oui, parce qu'il y a un débat, les gars. Je vous rappelle, il y a un débat, bien sûr, à retrouver mercredi qui sera autour de ce sujet. Mais c'était important de vous donner la parole avant de débriefer cette course parce que l'extra sportif, encore une fois, a pris beaucoup de place. Le débrief, justement, je vous propose qu'on se lance tout de suite sur le débrief du deuxième Grand Prix de cette saison 2022 qui s'annonce déjà très excitante. Le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui se déroulait du côté de Jeddah et qui a été marqué par la 21e victoire de Max Verstappen en carrière, tout simplement. C'est la 7e année consécutive avec au moins une victoire aussi également pour Max Verstappen qui devance les deux Ferrari. Charles Leclerc devant Carlos Sainz. Sergio Pérez qui a inscrit et marqué sa première pole position en carrière a fini 4e. Russell est le premier pilote Mercedes à la 5e place. Esteban Ocon dans le top 6. Norris marque les premiers points de McLaren, les premiers points aussi pour Pierre Gasly, pardon, excusez-moi. Magnussen encore dans le top 10. Et puis également, on notera la présence de Lewis Hamilton, seulement un tout petit point glané par le Britannique. On en arrive tout simplement aux 4 enseignements qui vont rythmer ce débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite. On va évoquer et bien sûr notamment ça va arriver, voilà, tout simplement Pérez qui a été piégé et par Ferrari et par la safety car. On parlera aussi également d'Hamilton qui semble-t-il aurait égaré son animal de compagnie, son animal fétiche. Alpine qui a joué avec le feu, cette belle bataille entre Ocon et Alonso qui a laissé des traces. Et puis on attaque tout de suite sur Verstappen, Leclerc. Est-ce que ça va être le refrain de l'année? En tout cas, ils nous ont offert un beau bis repetita pour cette deuxième course de la saison avec tout simplement Max qui a été patient et qui a été récompensé. Red Bull avait vraiment la meilleure vitesse de pointe ce week-end. Un bon départ, opportuniste aussi lorsque Leclerc et Sainz se sont gênés au premier virage. Un meilleur rythme en fin de course que Leclerc. Il a pu en profiter. Il a surtout pu en profiter sur sa 3e tentative qui était la bonne. Avec cette lutte aussi, et ça j'attends votre avis là-dessus, cette lutte de petits filous, j'ai écrit avec Charles Leclerc, Ferrari qui avait plus d'appui, qui leur a permis de mieux gérer la dégradation des pneus. Et on rappellera que ça a permis aussi à cette SF75 d'être plus rapide dans les virages. Bref, et puis j'attends votre avis aussi sur la guerre des zones DRS. Est-ce que ça va être la nouvelle obsession des pilotes maintenant que l'effet d'aspiration n'existe quasiment plus? Un petit mot les gars sur cette bataille Leclerc-Verstappen. Pierre, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu t'es régalé devant cette bataille? Est-ce que c'est la bataille que tu attends maintenant pour cette saison? J'espère que j'attendrai d'autres batailles, mais en tout cas, j'attendais beaucoup de cette nouvelle réglementation. J'étais un petit peu déçu à Bahreïn, où le pneumatique en fait avait beaucoup eu d'influence sur la course. Là, vraiment, le finish était vraiment en termes de spectacle, je trouvais très intéressant et une belle passe d'armes entre les deux. C'était très chouette à voir. Ouais. Vous battez pas les gars, surtout, évidemment. Non, mais la bataille Verstappen-Leclerc, je suis pas sûr que ce soit exactement celle qui va être le cas toute la saison. Je pense que ça va être plus ouvert que l'année dernière où il y a eu Verstappen-Hamilton et que ça. Je pense que Carlos Sainz a un mot à dire. On a vu que Sergio Pérez avait son mot à dire s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé avec la safety car. Donc je pense que ça va plus être une lutte Ferrari-Red Bull qu'une lutte uniquement concentrée sur les premiers pilotes Verstappen-Leclerc. On sait que Red Bull, s'il y a un choix à faire, fera son choix. Mais pour le moment, Ferrari n'a pas fait le choix, je pense. Tu penses vraiment?
Bah, je pense que si Carlos Sainz est devant à la mi-saison, à un moment donné, ils mettront. Et tu penses pas qu'il y a quelque chose d'informel au sein de Ferrari, que Leclerc a un pouvoir, je sais pas moi, pas d'attraction, mais que quelque part c'est son écurie, que c'est comme ça en fait de facto, qu'il n'y a même pas besoin de l'écrire dans un contrat, que 2019. Côté 2019, Sébastien naturel. Vettel, c'est un quadruple champion du monde, il est premier pilote, mais largement dans la tête de tout le monde. Quand il a fallu privilégier Leclerc, parce que Leclerc était largement plus à même de faire des résultats avec la Ferrari, ils l'ont fait. Donc, pour le moment, évidemment que Charles Leclerc est premier pilote et c'est lui qui se bat pour la victoire. Mais Carlos Sainz, mine de rien, revient petit à petit, il grappille des dixièmes. On a vu en début de saison qu'il était, pendant les essais, qu'il était vraiment en retard par rapport à la maîtrise de son setup. Là, il est quasiment revenu à niveau. En course, pas encore, mais en qualif, oui. Et je pense que réduire la bataille à juste faire Verstappen-Leclerc, c'est omettre, à mon avis, l'importance que les deux autres pilotes vont avoir, à savoir Perez et Sainz. Surtout que j'attends toujours le retour de Mercedes. Donc je me dis qu'on peut avoir une vraie bataille jusqu'à la fin de la saison entre différentes écuries, entre différents pilotes. C'est alléchant sur le papier. Alors il faut évidemment que Mercedes revienne, mais si on a une bataille au moins entre trois différentes voitures, avec en plus des écarts resserrés entre les pilotes, je pense évidemment à Leclerc-Sainz. Et d'ailleurs dans l'histoire Ferrari, tu parlais tout à l'heure de Vettel-Leclerc, mais on se souvient aussi de Massa Raikkonen. Ils n'ont pas hésité à choisir le supposé numéro 2 dans la tête des gens pour lui apporter le maximum de points dans la course au championnat du monde. Donc effectivement, je pense qu'il va falloir quand même faire un choix, parce que la saison est longue et mine de rien, les points, à mes yeux en tout cas, sont importants. On l'a vu la saison dernière avec Verstappen, qui raflait beaucoup de points en début de saison. Chaque point est important dans la course pour le titre. Après, c'est une saison à normalement 23 Grands Prix, donc il y a encore pas mal il y aura pas mal d'évolutions. Une petite réaction, celle de Christian Horner. Regardez ce qu'il déclarait à l'arrivée de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Pour Christian Horner, ça ne fait aucun doute, il va y avoir une lutte entre Ferrari et Red Bull cette saison. Ferrari a une très bonne voiture et de super pilotes. C'était une grande bataille aujourd'hui et nous nous préparons à la même chose pour le reste de la saison. De ce que nous avons pu voir durant ces deux premières courses, ce sera épique. Vers un duel Verstappen-Leclerc, non, vous l'avez dit les gars, c'est plus vers un duel Ferrari-Red Bull, je vais y arriver. Pierre, tu crois au retour toi de Mercedes? Ça sera le troisième enseignement avec Lewis Hamilton, mais moi j'avoue que j'ai du mal à y croire aujourd'hui. Après on l'a expliqué il y a une semaine, le développement peut permettre à Mercedes, mais avec les budgets capés, avec beaucoup de choses, est-ce qu'on n'a pas déjà là la ficelle et le fil rouge de cette saison 2022? Non, moi je vous rejoins totalement sur la dernière émission. Je pense qu'il y a encore du potentiel pour peut-être pas les premières courses, mais le deuxième partie de saison. Et je rejoins aussi ce que dit Hamza. Je suis pas sûr que ça soit vraiment déjà d'une part entre deux écuries. Peut-être que ça sera trois écuries. Et je pense que Mercedes a son mot à dire. Faut pas oublier que ces dernières années, elles ont quand même drivé tout le plateau avec leur unité de puissance. Je pense qu'il y a des ajustements à faire. Ils ont pris un parti pris avec la suppression du ponton, mais ça veut dire qu'ils ont développé d'autres choses. Donc miniaturisation de certains éléments. Il faut leur laisser un petit peu de temps. Ça a toujours été très surprenant. Donc on va essayer d'y croire un peu. Ok, bon, alors on avance sur le deuxième enseignement les gars, et j'imagine ta peine, mon cher Hamza, ta peine face au dimanche qu'a vécu notre ami Sergio Perez. C'était sa première pole et il a connu un début de course absolument parfait. Première pole position après 214 départs en carrière. Excellent départ, il était quasiment intouchable sur le premier relais, même si c'est vrai que Charles Leclerc était revenu à 1 seconde 6 juste avant que le Mexicain ne boxe. De box to overtake à l'entrée de la safety car, on se rappelle de ce coup de bluff de Ferrari dans la radio. Perez qui rentre directement au stand au 15e tour, sauf que notre ami Latifi malheureusement a regoûté au mur et a craché au 16e tour. La safety car à ce moment-là est déployée, ce qui offre des arrêts gratuits pour Leclerc, pour Verstappen et pour Sainz. Et du coup, au 21e tour, Sergio Perez est un peu le dindon de la farce puisqu'il repart 4e au moment du restart. On est presque un peu tous tristes, j'imagine, pour Sergio Perez parce qu'il a fait un week-end méritant. Déjà, ton analyse, Hamza, parce que je sais que c'est un sujet qui te touche. Non, mais ce qui est important, je trouve, c'est que Perez a prouvé d'abord sur la qualification et surtout sur le début de course, il n'a pas commis d'erreur. Effectivement, là, c'est une histoire de timing, ce n'est pas de son fait. Le départ est excellent, il parvient à gérer son début de course, à maintenir l'écart avec Charles Leclerc. Il n'a rien à se reprocher, je pense que c'est le plus important pour un pilote. Là, effectivement, c'est l'histoire du sport automobile, c'est l'histoire de la Formule 1.
qui fait que parfois c'est pour toi, là c'était contre toi, en tout cas contre Sergio Pérez. Mais ça promet, franchement ça promet. Si on a un Sergio Pérez à ce niveau sur toute la saison, je pense qu'on aura une belle saison. Et je rejoins effectivement ce que tu disais tout à l'heure. On pourra avoir différentes luttes pour la victoire, tout simplement. Ce qu'il faut se dire quand même avec Pérez, c'est que c'est le coéquipier de Verstappen qui se permet, ou en tout cas a le talent et le travail et la compréhension de la voiture pour, dans des cas comme celui de Jeddah, lui mettre 2 dixièmes en qualif et être devant en course avec 2 Ferrari qui font bloc et qui du coup peuvent lui permettre à la régulière de gagner sans prendre une consigne d'équipe. Il avait le rythme et en qualif et en course et était devant Verstappen. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, on s'est toujours posé la question de savoir y a-t-il un pilote dans la numéro 2 ? Là, il y a plus qu'un pilote dans la numéro 2. Il y a un pilote qui, si Max Verstappen n'est pas là, peut, pas forcément limiter la casse, peut gagner. Ce qui s'est passé, c'est de la malchance, on l'a dit. En attendant, la 2e voiture Red Bull, elle va, cette saison, avec déjà 1 an d'expérience pour Pérez, apporter une expérience et un talent qui peuvent sauver Red Bull dans des moments où ça va pas. Alors évidemment, là, il y a eu un swap parce qu'il y a eu la safety car, mais en attendant, vu le rythme sur lequel il était parti, je vois pas comment il n'aurait pas gagné cette course. Après, ce qui serait intéressant, c'est juste de savoir si, dans l'optique d'un Pérez numéro 1, Verstappen numéro 2 en course, est-ce que du côté de Red Bull, dès le début de saison, on demanderait à inverser les positions ? Oui. Ça, c'est je pense qu'ils sont bien contents d'avoir les Ferrari au milieu quand même. C'est peut-être un peu moins sûr. Par contre, et Pierre, je te fais réagir là-dessus, c'est ce qui manquait, ce qu'il a toujours un petit peu manqué à Sergio Pérez, c'est-à-dire de la vitesse ou voire même de la constance en qualification. Ce serait une bonne nouvelle pour Red Bull si justement Sergio Pérez arrivait à se mêler à la lutte en qualif, parce que, comme l'a dit Brice, c'est vrai que stratégiquement, il va falloir que les 2 Red Bull soient, enfin en tout cas que Verstappen soit épaulé en course. Ouais, ça c'est une évidence. Et puis on l'a vu au premier Grand Prix, des problèmes de fiabilité. Donc marquer le plus de points possible, c'est ultra important. Il y a un championnat pilote, mais un championnat constructeur qu'il faut qu'ils aillent chercher. Et puis après, Pérez effectivement a repris confiance, mais Verstappen, à mon avis, reste néanmoins le pilote numéro 1. Et que j'étais très surpris d'ailleurs que ça n'a pas duré très longtemps, hein, cette course en tête est effectivement piégée par la safety car et Ferrari, mais ça aurait été assez intéressant de voir plus loin, en tout cas, s'il n'y avait pas eu ces éléments-là. Et Pérez, ça reste quand même un gros wingman pour Verstappen. Ouais, complètement. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que si ça avait été Verstappen à la place de Pérez, est-ce que vraiment on l'aurait arrêté selon vous ? Oui, je pense. Oui, je pense. Red Bull a souvent été, a toujours dans l'histoire récente voulu être proactif, c'est pas le bon terme, mais réagir en premier pour éviter de se faire contrer. Et on l'a vu, et là je voulais justement en venir sur l'aspect stratégique. Bravo Ferrari. Et on s'y met aussi à la stratégie, on se met aussi au petit. Non, mais c'est forcément. Fais gaffe au quand même. Ah mais c'est un on impersonnel, mon cher Brice, tu me connais depuis 3 ans maintenant. Non, mais c'est très intéressant effectivement de voir qu'on tente ce qu'on ne tentait pas, on impersonnel ne tentait pas sur les précédentes années, et Red Bull est tombé. Alors c'est pas tombé dans le piège, parce qu'effectivement là la safety car c'est une histoire de timing, ça arrive un tour après là, évidemment tu peux pas l'anticiper, mais de voir Ferrari répondre sur l'aspect stratégique, ça, là aussi on aura peut-être une bataille des pits, une bataille des stands intéressante entre Ferrari et Red Bull, et peut-être à terme Mercedes. Et c'est même pas répondre, hein. C'est faire le premier call. Ferrari faire le premier call et faire un call gagnant. Alors, gagnant parce qu'il y a la safety car. Voilà. Est-ce que l'undercut de Pérez aurait pu fonctionner ? Effectivement, on a vu qu'avec les pneus qui étaient froids à cause de cette nouvelle couverture chauffante, c'est pas évident. En attendant, c'était le cas à Bahreïn, et à Bahreïn, l'undercut, il fonctionnait quand même pas mal. On a vu Verstappen revenir à 2 reprises sur Leclerc avec ses changements un tour plus tôt. Donc peut-être que ça aurait pu fonctionner. Mais en attendant, moi je salue quand même la proactivité de Ferrari sur une stratégie, qui plus est, une stratégie qui implique le fait de bluffer l'autre. Déjà, ils ont c'était du bluff. Hein. Moi, je pense que si Pérez, c'est quelque chose. Moi, je pense que si Pérez ne s'arrête pas, Leclerc entre au stand. Ça, ce n'est qu'une opinion. Après, pour parler de l'undercut, il me semble, sauf erreur de ma part, que Pérez ressort derrière, juste derrière Magnussen ou derrière
derrière Russell. Donc Juste derrière Russell, ouais. il aurait perdu du temps sans la safety 9 car, dixièmes sur le pas- premier secteur, il perd sur Russell. Mais après, c'est la même chose. Si Leclerc s'arrête le tour d'après, les pneus sont froids sur le premier tour et concrètement, ça revient. Donc le choix est de savoir si tu préfères ressortir avec la track position ou si tu préfères ressortir avec les pneus plus chauds. Et en l'occurrence, là, on a bien vu à Bahreïn qu'il valait mieux ressortir avec la track position quand même, quoi. Juste un petit mot quand même sur Latifi, parce que c'est vrai qu'il a été l'un des animateurs de la course d'hier. C'est quand même terrible. J'ai l'impression qu'il y a, C'est la même caméra que- psychologiquement, en tout cas, quelque chose peut-être qui s'est effrité depuis Abu Dhabi. On attendra les prochaines courses pour en constater. Mais c'est vrai que j'imagine un état psychologique un peu compliqué pour le pilote canadien. Troisième enseignement, les gars, on va parler de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, ça a été l'événement ce week-end. Il n'a pas passé Q1. Lewis Hamilton qui était un petit peu au fond du trou. Il y a une image d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, à l'arrivée de cette course de Lewis Hamilton complètement groggy par la performance de sa voiture. C'est assez fou. Frondeur le vendredi, côté un peu gilet jaune, notre ami Lewis Hamilton qui a fait partie des 5 pilotes qui ont poussé pour boycotter le Grand Prix avant finalement de rentrer dans le rang. Éliminé des Q1 le samedi, 13 ans que ça ne lui était pas arrivé, en tout cas à la régulière, hein, c'est-à-dire sans problème technique, sans problème de météo, etc. etc. Il l'a dit, il l'a concédé, peut-être qu'il avait fait des choix un peu trop extrêmes en termes de réglage au niveau de sa voiture. Et puis il y a eu cette belle remontée quand même hier pour la course, remontée mal récompensée, un excellent premier relais, il a réussi à faire fonctionner ses pneus durs, il a manqué de réussite aussi également sur sa fenêtre d'arrêt, puisqu'en fait lorsque la virtual safety car est entrée en jeu, eh bien la pit lane était fermée puisque Ricciardo et Alonso avaient bouché l'entrée, donc il a dû céder des places et la P6 qu'il espérait s'est transformée en un tout petit point, celui de la 10e place. Lewis Hamilton, les amis, a-t-il égaré son animal de compagnie? Est-ce que, honnêtement, vous n'avez pas un doute ce matin sur le fait qu'il puisse quand même jouer le titre, tant le gap entre Mercedes et les meilleures écuries semble assez important? On rappelle qu'il y a les budgets de cap, on ne pourra pas faire n'importe quoi non plus, et que ça va mettre du temps quand même pour Mercedes. J'ai encore moins de doutes parce que Mercedes a tenté quelque chose. Mhm. Choix extrême avec Lewis Hamilton, ça n'a pas payé, mais ils sont toujours dans cette quête d'essayer de trouver des idées, de trouver des solutions. On tente, ça ne marche pas, on le rappelle, c'est une saison à 23 Grands Prix, la saison sera longue, ça va aussi être une question de fiabilité, mais une saison à 23 Grands Prix, ça te permet d'essayer des choses que tu ne pourrais peut-être pas essayer sur une saison à 16 Grands Prix. Si tu tentes le diable déjà dès le premier Grand Prix, t'envoies aussi un message un peu paradoxal. Et c'est une volonté de compréhension, d'apprendre de la voiture. Moi, je vois pas... C'est peut-être que Mercedes m'a trop habitué. Encore une fois, la saison dernière, ils m'ont bluffé. Donc, je n'arrive vraiment pas à être inquiet pour... On se méfie parce qu'on a vu 8 ans d'écrasement total de la hiérarchie. Mais plus que ça, c'est vraiment la saison 2021. Oui, on les pense à la rue et... Je suis d'accord, les gars, mais Hamilton réagissent, quoi. éliminé des Q1, mais on ne l'avait jamais vu. Ah, mais d'accord. Il y a une Mais il y a différence. Russell, tu peux aussi parler de Russell dans ces cas-là. Encore une fois, je reviens et promis, je te laisse la parole parce que c'est à vous de donner vos avis. Quand tu vois Lewis Hamilton sortir de la voiture hier, ça met un coup. Ça met Oui, vraiment mais un parce coup, qu'il y a eu ce manque de chance par rapport à une course qui a été très belle de sa part. Il faut quand même se rappeler qu'il est sous régime de parc fermé entre samedi et dimanche, que la 16e position qu'il fait samedi, il donne le maximum, qu'il a des réglages ultra spécifiques qui ne fonctionnent pas, qu'il n'a pas de train arrière et qui remonte 6e dans cette course avant d'avoir, entre guillemets, ce coup du sort qui ne lui permet pas de garder cette position. Alors après, il faut aussi se dire que s'il était 6e, c'est parce qu'ils ont tenté ce coup du sort et qu'ils se sont attendus à avoir une safety car. Donc la stratégie, elle était bien, mais elle était aussi risquée parce qu'il fallait un événement extérieur pour la faire fonctionner. Donc à partir de là, est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas eu de chance ou est-ce qu'on peut dire qu'il aurait eu de la chance si elle avait fonctionné? Faut regarder les deux prismes. Juste un point stratégique, puisque tu en parles dès maintenant, et c'est un point que je voulais aborder. J'étais déçu par le choix de Mercedes de faire entrer Lewis Hamilton. Même s'il y a eu ce coup du sort, effectivement, avec cette voie des stands fermée pendant la virtual safety car, va jusqu'au bout des choses. Il y a pas de safety, enfin, il y a une virtual safety car, mais tu ne peux pas entrer. Laisse-le jusqu'à, je sais plus combien de tours il y avait, mais à 2-3 tours de la fin. 15. Il en restait 10. Voilà, oui, c'est ça. Ouais, mais il rentre au tour pousse-le 15, encore je sur 6, 7, 8 tours. Si jamais il y a une safety car ou une voiture de sécurité virtuelle, T'en profites là, t'es à ce gagnant. moment-là. Sinon, tu entres sur les 2 derniers tours, tu tentes. C'est un pari que tu auras perdu. Mais là, effectivement, je m'attendais vraiment à ce qu'ils tentent une stratégie extrême comme les réglages de leur voiture, finalement. Pierre, je me retourne vers toi. Honnêtement,
ce retour de Mercedes, même si tout à l'heure on a commencé à en discuter, est-ce que là tu n'as pas l'ombre d'un doute en voyant le week-end de Mercedes, en voyant les performances du moteur, en voyant ce problème de traîner? Ah oui. On a l'impression que les problèmes sont multiples chez Mercedes et mine de rien, le temps passe vite et les points se perdent aussi. Alors, ouais, le temps passe vite, mais on a que 2 courses depuis du début de la saison. Ça fait 40 points les gars. Ouais. Ouais, mais... Ça fait déjà 40 points de perdus pour Mercedes en 2 courses. Et combien on a perdu Red Bull à la première Oui, course aussi, c'est vrai, t'as raison. Mercedes est devant Red Bull au championnat constructeur. Ouais, c'est vrai. Non, mais je rejoins Hamza. Oui, il y a du développement. Oui, Russell permet de dire qu'il y a quand même un peu de potentiel. Oui, je pense qu'il n'aurait pas dû être arrêté. Je pense qu'il aurait dû tout tenter. Et moi, j'ai une problématique. Et ça, peut-être qu'il l'a dit à la radio, mais on ne l'a pas entendu. C'est peut-être la compatibilité de Hamilton. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai qu'on... Ça faisait depuis 2017 sur des RSSA Brésil qu'il n'avait pas passé, qu'il n'était pas resté en Q3, enfin qu'il n'avait pas passé une Q3. Aujourd'hui, il sort de la voiture. J'ai vu cette image-là. On voit quelqu'un de dépressif. Enfin, en tout cas, au fond du trou. Au fond du trou. Est-ce que 2021, la fin du championnat 2021, l'aurait pas plus affecté que ça? Pas plus affecté qu'il ne le laisse dire. Et est-ce qu'aujourd'hui, il a besoin de retrouver un peu confiance, de retrouver un peu son mojo? Parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas là, quoi. Et ça rejoint un peu tous les éléments que tu disais. Lewis Hamilton frondeur, mais on a connu Lewis beaucoup plus véhément que ça. Et ça aussi, c'est tout cet écosystème qui me fait dire qu'aujourd'hui, il y a un petit doute. Il a besoin de reprendre confiance, de se remotiver un petit peu, et c'est vraiment le ressenti que j'ai. Sincèrement, pour moi, il est dépressif parce qu'il y a un moteur qui est dépressif et il y a un grip qui est dépressif. C'est-à-dire que la voiture, elle est catastrophique, elle est inconduisible, et tu vois bien en ligne droite. Il faut du grip, mais absolument, parce que ces enchaînements-là à Jeddah tu dois les passer avec confiance et donc avec grip, forcément, et tu as besoin de ton moteur. Là, il n'a rien. Il se fait déposer par les As en ligne droite. Qu'est-ce que tu veux faire? T'es forcément dépressif dans ces moments-là. Pierre a raison sur un truc. Hier, il y a un team radio où il nous dit « Mes pneus vont bien ». C'est pas le Lewis Hamilton qu'on connaît. C'est pas le Lewis Hamilton. Et ben, il peut pas être à l'attaque aussi. Je pense qu'il était inquiet en début de course, effectivement, avec des pneus froids. Il a compris qu'il fallait du temps pour les chauffer, pour les mettre en température. Et effectivement, il a quand même commencé à retrouver de la performance. Moi, je prends cette course, en fait, ce dimanche de course, comme une séance d'essais supplémentaire. À partir du moment où les essais libres 3 se sont mal passés, que les qualifications se sont mal passées, évidemment, il y avait l'objectif d'aller chercher des points, on va pas se mentir. Mais c'est une course qui va aider Lewis Hamilton et qui va aider Mercedes à la compréhension de la monoplace, à voir ce qu'il est possible, ce qu'il sera possible de faire ou non. Et puis il y aura des évolutions qui vont arriver dès l'Autriche, je crois, l'Australie, pardon, il y aura un nouveau plancher. Et je crois qu'il y aura un package complet qui arrivera à Barcelone. Donc, Et toutes les courses ne solliciteront pas autant les points faibles de Mercedes que Jeddah. Parce que là, pour le coup, c'était vraiment la course la pire pour Mercedes, qui bizarrement était la meilleure l'année dernière. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de sourires sur les visages de Mercedes. Même George Russell faisait la tronche hier. Toto Wolff, c'était une belle pub pour le Tranxen, voire le Prozac. Donc bon, bref, on souhaite en tout cas de bonnes choses à Mercedes et qu'ils reviennent le plus vite possible. Et ils sont deuxième au championnat. Et ils sont deuxième au championnat, mais bon, voilà, il reste beaucoup de courses, comme vous l'avez dit. Et ils sont à 40 points aussi de Ferrari. Voilà, tu peux voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Le quatrième enseignement, parlons d'Alpine, les gars. On n'en a pas beaucoup parlé on n'en avait pas parlé d'ailleurs après Bahreïn. On a quand même 2 voitures qui sont qualifiées en Q3. Preuve que voilà, le nouveau moteur marche bien. Ocon était devant, mais attention, c'est monsieur Fernando Alonso qui avait trouvé les petits réglages et qui les avait aussi partagés avec son coéquipier. Et puis il y a eu ces drôles de batailles du début de course. Alors moi, je me suis régalé à la regarder faire, mais je me suis dit, à un moment donné, c'est complètement stupide et ça va mal se finir. Du 5e tour au 12e tour, il y a eu cette bataille complètement engagée où les deux, en vrai, se sont gênés. Et jusqu'au 13e tour, où Alpine a demandé à Ocon de plus attaquer Alonso. Et résultat, Ocon n'avait quasiment plus de pneus et Bottas en a profité pour le dépasser. Au final, Alonso abandonne, mais Ocon confirme. C'est dommage pour Alpine qui est privé d'une deuxième double présence, on va dire, dans les points en 2 Grands Prix. Pour Ocon, par contre, ça plane sur ce début de saison. Regardez un petit peu les réactions des 2 pilotes, justement, suite à cette bataille. Alors, officiellement, tout était très fun. La bataille avec Esteban était fair play. Nous nous respectons toujours sur la piste. Nous avions aussi eu quelques luttes serrées à Bahreïn. Essayons toujours de faire de notre mieux pour l'équipe. J'étais un peu plus rapide pendant la course et je l'ai donc dépassé, d'autant que je devais également me méfier de Bottas. Esteban Ocon qui nous dit la lutte avec Fernando était vraiment sympa, c'est une course difficile, loyale, roue contre roue, ça m'a même rappelé l'époque du karting. Avec ces voitures, vous pouvez vraiment vous suivre et c'est assurément une bonne chose pour le sport.
Il y a 2 réflexions, les gars, que je voulais vous partager à travers ce cas Alpine. Le premier, c'est est-ce qu'on aurait dû intervenir un petit peu plus tôt ? Donc, est-ce qu'on est intervenu un petit peu trop tard pour calmer les hostilités entre les 2 garçons ? Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'avec ce nouveau concept aéro et ces nouvelles voitures, le fait que, notamment c'est normal, la voiture égale, puisqu'on arrive plus à se suivre, ça va être aussi un peu plus compliqué de se débarrasser de son coéquipier. Est-ce que c'est pas circonstanciel un peu à ce nouveau règlement ? Pierre, qu'est-ce que tu en as pensé de cette bataille alpine ? C'est vrai que j'ai trouvé ça assez étonnant qu'on ait une politique let them race, comme on dit. Pendant plusieurs tours. Il y a d'autres enjeux. Il y a pour l'écurie, il y a des enjeux de points, il y a des enjeux de classement constructeur. Effectivement, on est au début, mais Alpine ne se bat pas pour le championnat du monde. C'est vrai que c'était très étonnant de pas demander, en tout cas on ne l'a pas entendu, mais de leur demander de ralentir ou en tout cas de garder les positions comme ça a été fait quelques tours après. Et puis, pas risqué, karting. Effectivement, c'est peut-être plus des éléments de langage communication parce que j'ai trouvé à certains moments que ça nous rappelait certains événements, Pérez Ocon. Avec la voiture rose en plus. Avec les voitures roses et j'ai trouvé ça étonnant. Après, on finit sur une bonne note, mais je pense qu'il faut faire attention. Ouais. C'est une très bonne chose pour le sport ce qui s'est passé hier, parce qu'on a vu que dépasser ne signifiait pas la fin d'une action ou d'une bataille. Comme on l'a vu à Bahreïn un petit peu avec Verstappen-Leclerc où ça n'arrêtait pas pendant plusieurs tours. Là, on peut passer quelqu'un et au tour d'après se faire repasser et finalement l'incertitude demeure malgré un dépassement. Ça, c'est bien. Donc, très bonne chose pour le sport. Par contre, l'inverse complet pour Alpine. Très mauvaise chose pour Alpine. Je ne comprends pas comment, dans un moment où on a besoin de sécuriser les points, de comprendre le fonctionnement de la voiture, de comprendre les rapports data de chaque pilote, on se permet de faire mumuse en début de course. Qui s'amuse à la fin de la course ? Why not ? Quand les positions sont entre guillemets sécurisées et figées, quand il y a quelqu'un qui est à 10 secondes derrière, mais là il y avait Bottas et Magnussen, donc on connaît la puissance moteur. Et surtout devant, qui en a profité ? George Russell. Parce que sans ça, George Russell, il n'a pas forcément le rythme pour la tenir à la 5e place. Et peut-être qu'en jouant un peu plus team player, on aurait peut-être eu une P5 ou une P6. Au moins jusqu'au premier arrêt, quoi. En fait, quelque chose qui mettait Alpine en position d'aller chercher mieux en tant qu'écurie. Je ne parle pas d'Esteban Ocon en tant que pilote, ni Alonso en tant que pilote, mais bien d'Alpine en tant qu'écurie. Après, il y a eu le problème qu'a eu Alonso en course, mais ouais, j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'en début de réglementation et qu'en début de course, de début de saison, de début de réglementation, on ne cherche pas davantage à tirer le maximum possible pour derrière, peut-être, dans un temps plus approprié, laisser les pilotes se battre. Ce qui est étonnant, effectivement, sur le manque de consignes d'équipe, c'est que tu perds du temps et qu'on l'a vu derrière, ça a profité à Bottas et à Magnussen. Et à Russell. Donc oui, et devant en plus à Russell, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas eu un manque de ce côté-là ? Après, moi, en tant que spectateur, ou téléspectateur, évidemment que j'ai apprécié cette bataille qui était rude parfois, quand on se décale en pleine ligne droite. Limite, Ocon sur le premier Alonso, bout, ouais, bah oui, mais... Ouais, c'est ça. Je m'y attendais pas personnellement, donc j'étais assez surpris. Mais effectivement, après, est-ce que... oui, pour moi, ils sont intervenus beaucoup trop tard, parce qu'à partir du moment où tu perds du temps, après, c'est compliqué à gérer, parce que si tu fais une consigne, si tu demandes à ton premier ou à ton deuxième pilote, en l'occurrence, de laisser le premier pilote s'échapper, toi, tu te retrouves en tant que deuxième pilote sous la menace potentielle d'un Bottas ou d'un Magnussen sans le DRS. Et effectivement, au niveau moteur, ils ont des moteurs Ferrari, on l'a vu, il est quand même assez puissant. C'était pas forcément une situation évidente à gérer. Après, je pense qu'ils auraient pu mieux la gérer. En tout cas, la gérer plus tôt surtout. On félicitera Fernando Alonso pour son dernier move sur Esteban Ocon. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. C'est un peu le résumé, on va dire, de. Ah, t'étais content. De cette belle partenaire officiel. Je n'ai même pas applaudi. J'étais avec des amis qui aiment beaucoup Fernando Alonso. Moi, je ne connais pas, bien sûr. Les amis, on regarde un petit peu le classement des conducteurs et des constructeurs à l'arrivée de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Leclerc en tête, bien sûr, devant Carlos Sainz, les deux pilotes Ferrari aux 2 premières places, parce que Max Verstappen, je vous rappelle, n'avait pas inscrit de points du côté de Bahreïn. Et c'est vrai que d'un point de vue comptable, je repense à notre discussion sur Mercedes. Verstappen n'a que 3 points d'avance sur George Russell. Ça paraît complètement dingue quand on connaît la physionomie de ce début de saison. Ferrari, Mercedes, Red Bull, Alpine, voilà le quatuor devant. As qui confirme aussi également son rebond. Et les premiers points aussi également de McLaren. Seuls Aston Martin et Williams n'ont pas encore marqué de points. Est-ce qu'on a 30 secondes ? Oui. La réalisation. Ah mais sérieux.
Sérieux. C'était horrible hier. Sérieux. Ouais, sur des moves. Alors on me contre dit le public, c'est l'émotion, on est content de retrouver des spectateurs en tribune. Bah, il n'y en avait pas là. Donc, Dépassement Leclerc, Verstappen, on nous montre, alors que le dépassement n'est pas terminé, on nous montre des supporters. C'est vrai que c'est Franchement, horrible. la réalisation, elle est catastrophique. Moi, encore une fois, je le dis depuis des mois et des mois. À ceux qui veulent l'entendre, Il a vous raison. l'avez certainement remarqué, mais Hmm. j'en peux plus. Franchement, j'en peux Le plus. coup de gueule. Ah, Mais là, c'est nous qui la franchement, ferons au c'est Grand trop. Prix de France, la Real, je crois. Ah, vous allez voir ce que c'est de la qualité. Faudrait que dire, hein. Il y avait des supporters. Bon, en tout cas, sur le dépassement Verstappen, il y avait des gens de supporters Red C'était Bull dans qui le étaient box, t'as contents. raison. Question taquine, mais très intéressante. En termes de t'as public, raison. ouais, je suis pas En sûr termes que de public, ouais. l'attendance était folle. Hein. J'ai pas eu les chiffres, je les attends toujours. Ouais, tu sais, bah, c'est quand ça dépasse pas un certain seuil, tu sais, ça s'affiche pas. Ouais, quand on ne communique pas sur les chiffres, généralement, c'est pas bon signe. Les amis, justement, un des aspects de ce circuit de Jeddah dont on a parlé dans l'émission Pole Position, que vous pouvez retrouver bien évidemment sur Winamax TV, le pit stop, notre ami Antoine, était en désaccord avec Brice. Antoine pensait que, eh bien, justement, ce circuit est un petit peu trop dangereux et Brice a eu les arguments pour lui dire que, oui, il était d'accord en partie avec lui, mais pas tout à fait. Je propose qu'on écoute et je vous fais réagir dessus juste après. Moi, je trouve que ce qui est dérangeant sur ce circuit, c'est qu'il y a un combo entre 4 éléments qui rend la chose dangereuse. Il y a la visibilité, plusieurs endroits où il y a des virages à l'aveugle. Il y a la typologie des virages, qui sont des virages ultra rapides, ultra sinueux, qui s'enchaînent. Il y a la distance entre la piste et le mur, qui est inexistante, parce que le bord de la piste, c'est le mur. Et ensuite, il y a vraiment cette question de la vitesse qu'on prend. 252 km/h de moyenne hier, la pole de Checo. Voilà, je prouve que tous ces éléments mis ensemble font un circuit qui prend des risques inutilement, qui rend les choses trop inconsidérées. J'ai envie de dire que les virages de Jeddah mis ailleurs, dans une autre configuration, peuvent passer. À certains endroits, les enchaînements, on peut retrouver ce genre d'enchaînement à Suzuka. Mais à Suzuka, tu as de l'herbe, tu as du gravier, tu as du dégagement. Là, à Jeddah, le problème, c'est que tous les accidents qui arriveront, on n'est pas sûr d'en maîtriser la conséquence, c'est-à-dire la blessure potentielle du pilote, et la surconséquence, c'est-à-dire potentiellement un suraccident derrière, comme on l'avait vu l'an dernier, avec l'accident qui avait eu lieu au deuxième départ, je crois, avec Pérez qui s'était accroché, qui s'est retrouvé en travers de la piste quand les pilotes déboulaient à fond derrière. Heureusement, lui n'avait rien eu, mais derrière, un Mazepin qui arrivait à fond avait tapé George Russell. Pour moi, ce genre d'incident, et on a aussi vu ça en Formule 2, pour moi, ça me montre que ce circuit, il y a trop d'endroits où on prend des risques inconsidérés, et comme dit Max, pas nécessaire surtout. Je trouve que c'est pas nécessaire. Et si un jour il y a un accident qui est grave, on aura eu tous les éléments en main avant pour pouvoir dire qu'on le savait et que malheureusement c'était une des possibilités que ça arrive. Moi, j'estime, après c'est un avis personnel et on est tout à fait libre de ne pas le partager, qu'il n'y a pas de piste dangereuse, il n'y a que des pilotes qui prennent trop de risques par rapport à la piste. La piste, elle est comme elle est. Si aujourd'hui les pilotes vont trop loin par rapport à la limite, c'est peut-être quelque chose qui est à revoir dans le comportement des pilotes actuels. On voit quand même beaucoup de crashs depuis quelques années, beaucoup plus qu'il y a une certaine époque. Alors peut-être aussi que les tracés évoluent vers plus en plus d'urbain. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a un problème de visibilité qui est fondamental dans ce circuit. Ça se règle, c'est possible. On peut revenir à Jeddah si les instances font quelque chose. Par contre, les pilotes doivent aussi faire quelque chose, à savoir qu'arriver fond de balle dans la dernière chicane, oui, c'est dangereux et ils le savent. Et Motorsport is dangerous. On le sait, c'est écrit sur les tickets quand vous achetez un billet de F1, ce sport est dangereux. Après, il faut trouver un compromis entre les pilotes et l'organisation du Grand Prix pour rendre ce circuit correct, si encore une fois, niveau géopolitique, on peut se permettre d'y aller. Et cet argument vaudra 10 € de royalties de la part de Brice Germain, la famille des Piello, bien sûr, qu'on embrasse et qu'on salue. Hamza, Pierre, qu'est-ce que vous avez pensé de cet échange? Où est-ce que votre avis se situe? Je commence avec toi, Pierre. Alors, moi, déjà, le circuit, effectivement, on en parlait avec Hamza au début de l'émission, le circuit est homologué grade 1 de la FIA, donc théoriquement, il peut accueillir des courses de Formule 1, et donc tous les éléments de sécurité nécessaires sont réunis pour accueillir une course de Formule 1. Après, effectivement, quand je rejoins clairement les éléments d'Antoine, c'est ça. Il y a beaucoup de petites choses. Il y a beaucoup de petites choses autour de ce circuit qui font que moi je ressens vraiment un manque d'insécurité. D'ailleurs, en plus, moi je le ressens moi, mais je le ressens aussi de la part d'autres parties prenantes de la Formule 1, où à la suite et à la fin de ce week-end, il y a plusieurs parties prenantes. Okay, il y a les missiles d'un côté, et puis il y a la sécurité de l'autre avec l'accident de Mick. Donc effectivement, je pense qu'il y a des petites améliorations à faire, et ça serait plutôt pas mal, pour être sûr d'avoir un spectacle de qualité et sans trop
sans trop de prise de risque. Pierre revenait, Hamza, sur l'accident de Mick Schumacher. Est-ce que tu partages quel avis? Où est-ce que tu te situes, toi? La photo circuit, la photo pilote qui prennent trop de risques? Bah, moi, visuellement, surtout dans les caméras embarquées maintenant dans le casque du pilote, je suis impressionné. Effectivement, le manque de visibilité, moi, je trouve ça quand même assez dérangeant. Maintenant, encore une fois, le circuit il est homologué. J'ose espérer qu'on ne va pas homologuer un circuit pour un championnat du monde de Formule 1 s'il est dangereux pour les pilotes. Donc, en fait, je n'arrive pas à concevoir que les pilotes, eux, le trouvent dangereux. Max Verstappen, Je s'en est plaint, l'entends. par exemple. Hein. Mais si le circuit est sur le calendrier d'un championnat du monde de Formule 1, c'est que logiquement, il n'y a pas. Oui, mais alors, pourquoi on remet en cause le Raidillon? Pourquoi on remet en cause ce genre de choses, tu vois? Oui, mais ça, c'est un nouveau circuit, ça n'a rien à voir. Le Raidillon, c'est un circuit. Enfin, le Spa en l'occurrence, c'est un circuit ancien qui, du coup, maintenant est rénové parce qu'il y a la MotoGP qui arrive. Là, c'est un nouveau circuit qui a été construit pour 2021, donc avec les caractéristiques et le cahier des charges 2021. Je sais pas. Et peut-être est-il dangereux. Mais d'ailleurs, Mais moi, je me dis, s'il a été construit de cette manière, c'est qu'il répond à certains critères au niveau de la sécurité. je rebondis sur ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire effectivement pour 2021, est-ce que les réglementations 2022 n'ont pas rajouté un petit élément d'insécurité Peut-être. à ce tracé-là qui était basé sur des configurations et des simulations, en tout cas de monoplace, qui n'étaient pas connues par le passé? C'est vrai. Quand tu sais que quand tu n'es plus à pleine vitesse, tu n'as plus du tout la même appui aéro avec l'effet de sol. Et quand tu arrives, tu poses un frein dans la chicane, la dernière chicane avant le dernier virage à Jeddah, tu perds ton aéro alors que tu as besoin de grip pour prendre cette chicane et repartir. Le nombre de chicanes où on a vu du coup des pilotes partir en travers ce week-end, tu te dis que peut-être effectivement le circuit n'est pas forcément bien fait pour l'effet de sol. En tout cas pour le grip dans les virages à freinage mais quand même vitesse assez élevée de cette piste. Donc ouais, c'est à revoir. En tout cas, il y a quand même beaucoup de pilotes qui s'en plaignent. C'est quand même eux les principaux intéressés. C'est bien ça sûr. le signe. C'est Donc, ça le signe. C'est pour ça qu'on avait posé notamment On le disait samedi, ils ont construit une île artificielle pour ce circuit. S'ils sont capables de construire une île, mettez de l'herbe, Il y a du mettez des sable, graviers. hein. Il y a du sable 10 mètres derrière les barrières, hein, donc ils peuvent aussi aller Ils peuvent chercher peut-être pour reculer les barrières. Le problème, c'est que si tu tapes, sachant que c'est un circuit très rapide, si Tu tu tapes, reviens. tu prends le mur Et tu reviens. et tu reviens. T'as le suraccident derrière. Exactement. C'est les risques en tout cas de ce circuit de Jeddah qui a fait couler beaucoup d'encre. Et on y reviendra justement dans la partie magazine qui sera retrouvée à partir de mercredi. Regardez ce beau programme qui vous attend avec ce titre, je suis désolé, un brin provoque. Mais est-ce que la F1 pourrait être touchée aussi par le fameux grand remplacement? Vous savez, certains l'extrapolent et l'utilisent aujourd'hui à des fins électorales. Nous, on s'est permis, bien sûr, puisqu'il y a eu les propos de Stefano Domenicali qui s'est dit prêt à se couper des grands prix historiques. Il a même mis clairement une énorme pression sur ces grands prix historiques. Et puis, il y a aussi ce qui s'est passé à Jeddah. On en a parlé un petit peu en début d'émission. Impossible de ne pas évoquer l'extra sportif. Est-ce une piqûre de rappel, justement, pour la F1 et pour les choix qui seront faits dans les années à venir, pour les destinations qui doivent accueillir le sport? Et puis, n'oubliez pas aussi également la deuxième partie de notre entretien avec Julien Simon-Chotan qui nous parlera du métier d'ingénieur de course, un moment assez passionnant avec l'ancien ingénieur de course justement de Kimi Räikkönen, de Romain Grosjean et d'autres. Et puis bien sûr, il y aura un quiz, mais ça, je vous laisse encore un petit peu de suspense pour découvrir tout ça. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve mercredi avec le même plateau, les mêmes fringues et on parlera de sujets différents.